Il ressemble à un mime super connu dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon, c'est pas lui. Attention, on dirait pas comme ça, mais il a déjà refait le portrait d'un mec super baraqué. Avec un stylo, pas avec ses poings. Il peut rendre quelqu'un de beau, pas beau, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de se retrouver le samedi matin pour votre magazine de l'immobilier Proprio à tout prix sur Sister à 11h10. Aujourd'hui, vous le savez, la famille, c'est très important quand on parle d'habitation. On va se préoccuper avec nos experts partout en France, venus de l'Ouest, de l'Est, du Sud, du Nord, de comment la famille, et même de l'étranger avec Mounir, on va regarder comment la famille occupe son habitat et comment l'habitat devient une préoccupation majeure de la famille. Nos experts sont en place. Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Et parti. L'habitat au cœur de la vie de famille, un sujet qui passionne nos experts puisque vous, au quotidien, vous vous occupez de famille, vous vous occupez des enfants, vous vous occupez des femmes seules, des hommes célibataires qui retrouvent leur liberté. Enfin, des choses comme ça. Entre autres, à peu près. Entre autres. Bon, Jean-Marie est avec nous, donc le seul homme du plateau avec moi. Tout à fait. Bon, on a effectivement dans le Nord un cœur gros comme ça, et la famille... C'est important. Hein. C'est très important, la culture des corons, tout ça. C'est... On va voir, tu as été enquêté justement dans une ancienne maison des corons. Tout à fait. Qui a été rénovée, mais on va voir ça tout de suite. J'aimerais m'attarder, Fanny est avec nous aujourd'hui encore. Pour la seconde fois, tout à fait. Pour la seconde fois. Toujours de la baie du Mont-Saint-Michel. Et la baie du Mont-Saint-Michel. Alors ça, franchement, comme lieu de destination pour les familles, le Mont-Saint-Michel... Idéal. Bah oui. Le deuxième lieu, le plus... Alors, il semblerait que la marée ne va pas à la vitesse d'un cheval au galop. Non, c'est vrai, mais ça va quand même très vite. Et ça va quand même très vite. Oui, il faut faire attention au sable mouvant notamment. Bon, Malika, avec nous, bien évidemment, toujours pareil. Bon, alors là, la famille, sur ta double culture également, ouais, c'est important, très important. C'est très important. Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément, puisque chez nous, la famille, c'est la richesse du monde. Élodie est avec nous. Alors, l'Est de la France, je vous le disais, les 4 coins de la France représentés. Absolument. Élodie, effectivement, dans l'Est de la France, quand on voit Strasbourg, Metz, Nancy, les valeurs familiales sont très importantes. Hein. Oui, absolument. Alors après, je pense qu'il y a des valeurs familiales aujourd'hui culturellement. Hein, ça fait partie d'une forme de génération et on va le développer ensemble après. Exactement. Bon, je vous propose qu'on regarde comme d'habitude ce que pensent les gens dans la rue de la vie de famille et de leur habitat. Regardez, les réponses sont parfois marrantes. Qu'est-ce qui est le plus important pour une famille dans un logement ? Alors moi, je dirais des grandes pièces à vie commune. Un gros salon convivial pour pouvoir partager un moment sympathique tous ensemble, entre amis, en famille. Mais aussi des endroits où on peut se poser pour être tranquille. Que chacun ait son espace, mais aussi qu'on puisse y trouver des lieux où tout le monde se rassemble. La cuisine, salle à manger, ouverte pour cuisiner tous ensemble. Des grands volumes, spacieux. En bibliothèque pour se reposer, lire au coin du feu si possible. Douche à l'italienne, puis salle de billard, salle de jeu également pour les enfants. Les extérieurs, c'est important pour vous ? L'extérieur est aussi important, pas trop grand quand même. Un potager. Pour ne pas avoir trop de contraintes à l'entretenir. Peut-être une petite piscine. Il est quand même nécessaire de regarder avant tout autour de cette future maison si la ville dispose d'une attractivité, et puis surtout des futurs loisirs, la piscine, le cinéma, ou les écoles pour les enfants, pour surtout avoir un logement sur du long terme et pouvoir être ici pour un bon moment. Voilà, alors là, effectivement, les caractéristiques des maisons directement liées à la vie familiale. Ouais, ça a changé. Hein. Bon, alors, le gros salon. Le gars, il veut un gros salon, le gars. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la majorité des demandes que nous avons. D'avoir des grands salons. Les gens ont besoin de vivre ensemble, en fait, véritablement, et des pièces ouvertes. Oui, voilà, des pièces avec ouvertes. Maman qui est en cuisine, et surtout, etc. depuis le Covid, les gens, ils aiment bien avoir des grands espaces pour avoir un petit coin pour mettre un bureau, pour pouvoir travailler dans la pièce principale, des cuisines ouvertes pour pouvoir profiter de l'environnement, de la famille. Ça, c'est très, très important. Bon, la famille, très important. Jean-Marie, tu as été enquêté, justement, l'histoire du Nord, hein, les corons. Et en fait, c'est donc les corons qui ont servi pour le film Germinal. D'accord. Bon, qui maintenant été rénové. Donc des personnes habitent dedans. Bon, on regarde. On se trouve aujourd'hui ici à Wallers-Saint-Rambert, un endroit mythique, la trouée, la tranchée d'Arambert pour tous les fans de vélo. On parle de l'enfer du Nord, on parle du Paris-Roubaix, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. On va rejoindre Denis qui va nous parler de la vie dans les cités minières et des corons. A tout de suite.
On se retrouve là maintenant avec Denis sur le carreau de la fosse d'Arambert. Donc c'est bien ça? Tout à fait. Et là, on va se diriger donc vers la cité minière qui est forcément juste à côté de la fosse. Carreau de la fosse, cité minière inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous allons voir comment on vivait à cette époque, dans les années 1960, dans les corons. Voilà. Bah c'est parti, allez, je vous suis. Eh ben, on y va. Alors là, Denis, on voit un chevalement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les corons étaient proches de l'endroit où on travaillait. Tout à fait, tout à fait. La compagnie des mines, c'était la compagnie des mines dans un ici, mais c'était comme ça dans toutes les compagnies. On a construit l'habitat des mineurs, des ouvriers autour de la fosse. C'était bien pratique pour garder le personnel sur place, éviter aussi qu'il aille dans d'autres compagnies. Et puis, lorsqu'il y avait un coup dur à donner à la mine, c'était facile de venir chercher les mineurs chez eux. Expliquez-nous comment se passait la vie ici dans les corons en 1960. Eh bien ici, bien sûr, tous les mineurs logeaient dans ce type de maison, groupés 2 par 2, donnant directement sur la rue. Alors la vie à cette époque, les maisons étant plutôt petite. Pour les grandes familles avec beaucoup d'enfants, c'était un peu juste pour jouer et donc la rue était animée toute la journée, en particulier après l'école, et toutes les familles du coin se connaissaient. Une belle ambiance familiale, pas seulement dans la maison, mais ambiance familiale dans tout le coron. Dans tout le coron, voilà, avec la cuisinière au charbon qui marchait continuellement et où il y avait toujours ce qu'on appelle la goutte de jus. Eh bien, nous arrivons dans la pièce à vivre, la pièce principale de la maison, la plus importante, on va dire, qui a une bonne surface, 2 fenêtres donnant sur la rue. Et puis, dans le prolongement de cette pièce, derrière ce mur, on va retrouver la cuisine. Cuisine assez petite, mais très pratique, juste ce qu'il faut comme espace, et puis donnant sur le jardin. Et à l'étage, on trouvera les 2 chambres. La pièce à vivre pouvant servir aussi pour dormir lorsque la famille était d'une certaine importance. En face de la cuisine, on va trouver la porte donnant dans la cave, où bien sûr on stockait le charbon, le fût à bière et puis les pommes de terre. Et les toilettes, c'était à l'extérieur. Voilà, le soupirail par où on déversait le charbon dans la cave. Et après, bien sûr, il fallait nettoyer tout l'accès, en particulier le devant de la rue, car sinon, gare aux gardes et à l'amende. Et ici, nous se trouve à l'entrée du carin ou du garin, là où on stockait la lessiveuse, le bac pour se laver, tous les ustensiles, les balais, peut-être la mobilette bleue de l'époque. La chef de la maison, c'était la femme. Bien sûr, elle était la première à se lever pour préparer le café, le repas qu'on appelait le briquet pour son mari avant qu'il parte travailler à la mine. Et puis après, elle s'occupait des enfants pour l'école. Bien sûr, il n'y avait pas la baignoire, il n'y avait pas l'eau courante, donc on se lavait dans un bac avec de l'eau qui avait été réchauffée sur le feu. Donc le premier qui se lavait avait l'eau bouillante. Donc au début, c'était le mineur. Lui, il venait du fond, il venait de la fosse, c'était un endurci, hop, dans l'eau chaude. Et puis après sa épouse, après les enfants, jusque le dernier, le bébé. D'où l'expression ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La salle des fêtes, bien sûr, la compagnie s'occupait de tout, à la fois du travail et de la distraction du mineur. Et d'ailleurs, on peut voir sur les piliers de chaque côté de la porte une magnifique faïence de la faïencerie Fourmentreau de Dèvres, une décoration faite d'instruments de musique, une lyre, une partition qui représente l'occupation des mineurs pendant leur temps de loisirs, en particulier les fanfares et puis les harmonies, qui étaient très importantes pour l'époque. À côté de la salle des fêtes, l'école ménagère. Les garçons, après l'école primaire, devenaient galibots, c'est-à-dire entraient en apprentissage à la mine, et les filles venaient à l'école ménagère pour s'occuper d'une maison, tous les travaux domestiques. Elles pouvaient travailler un certain temps à la mine, bien sûr, mais dès qu'elles se mariaient, elles quittaient le travail minier pour s'occuper de leur maison.
très intéressant, hein. Franchement, un moment d'histoire. Oui, puis comme on l'expliquait dans le reportage, c'est qu'il y avait la maison. Mais en fait, c'était pas que la maison dans les corons, parce que c'était, comme il disait, quand on est beaucoup de familles, parce qu'à l'époque, on n'avait pas que 1 ou 2 enfants. Non. C'était la vie familiale, mais vraiment dans le coron, dans la rue. C'est pour ça qu'on voyait. Donc le coron, on le dit, c'est l'ensemble de maisons où habitaient les mineurs, qui allaient à la mine tous les jours, hein, et les femmes et les enfants attendaient que le mari revienne. Et la chance qu'on a eu dans les corons, c'est qu'on a eu plusieurs origines qui sont venues, des Italiens, des Polonais, des musulmans, et tout ça vivaient tous ensemble au même endroit et ça allait très bien. Mais c'est très joli, hein, et c'est un patrimoine culturel maintenant préservé par l'UNESCO. Hein, donc, tout à fait, ouais. Alors le seul regret qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas su garder au moins 1 ou 2 corons. Il y en a quelques-uns encore où on peut aller les visiter. C'est de nouveau habité finalement. Oui, c'est ça. D'accord. Ça a été recyclé, comme on dit. Mais il est super, ce gars. Alors, mais là, on est au cœur de la vie de famille, hein, mais avec un petit saut dans le passé. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, dans le Nord, on vit comment en famille alors? On vit plus dans les bacs, hein, maintenant. On a des baignoires comme tout le monde. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est une vie comme dans toutes les autres régions. Hein. Chacun a sa chambre. Et voilà, c'est ça l'évolution. Aujourd'hui. C'est qu'avant, on était 2-3 par chambre, mais maintenant, c'est chacun à sa chambre. Bon, dans la vie de famille, il y a effectivement le travail. Et c'est vrai qu'avec le Covid, avec toutes ces affaires-là, le télétravail a pris une place très importante, même si on en revient un petit peu maintenant. Hein. Tout à fait. De plus en plus, le présentiel revient en force. Mais là, tu nous as fait l'amitié d'enquêter sur comment aménager sa maison pour le télétravail et donc avoir 2 espaces pour sa vie de famille et pour le travail. Il faut savoir qu'il y a plus de 60% des Français qui aimeraient en fait faire du télétravail, mais seulement un tiers peut effectuer du télétravail, parce que ça dépend des professions. C'est souvent en fait réservé plutôt aux cadres supérieurs. Et c'est vrai que ça crée aussi des disparités à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même des plus grandes maisons, aménager des espaces. Mais il y a de plus en plus. Et puis moi, j'habite dans une région où je suis entre Caen et Rennes, avec une autoroute, donc ça facilite aussi la chose. Les gens le mieux, c'est qu'on regarde comment aménager sa maison par Fanny Panlou. Alors nous avons prévu de faire des travaux d'aménagement de combles pour répondre à notre besoin de télétravail. On a donc remis une nouvelle fenêtre, on a réaménagé les combles vraiment isolation, phonique, thermique, un aménagement aussi à notre goût, un plus grand bureau. On a acheté aussi un peu de matériel informatique pour bénéficier vraiment d'une qualité de travail optimale. Et puis cette pièce servira aussi à des fins privées, notamment un petit canapé lorsque nous recevrons du monde. Tous ces travaux vont être réalisés environ en 3 mois. Après, c'est sur le temps personnel, donc plus ou moins 3 mois. La seule chose qui est faite par un professionnel, c'est la pose du Velux. Donc en fait, on a aménagé la mezzanine qui était avant une espèce de placard bizarre. On a tout enlevé. Pendant quelques années, on a essayé de trouver une solution avec cette mezzanine qui était entre toutes les chambres. On ne voulait pas faire de mur au niveau de l'escalier, que ça ne devienne pas une chambre non plus. J'ai eu l'idée de mettre une espèce de cloison. En fait, c'est une cloison aussi ouverte. Je ne voulais pas cloisonner entièrement la pièce. Donc on a fait ça en bois. J'ai tout asuré après. Peint. On a mis les plinthes, les cimaises, les moulures au plafond. On voulait que ça soit une pièce quand même centrale entre toutes les chambres. Au niveau quotidien, donc j'ai 2 jours de télétravail par semaine. C'est une pièce qui est très lumineuse. Ça me permet d'avoir aussi le calme puisque c'est pas au rez-de-chaussée. Alors c'est une pièce de télétravail qui sert aussi à la famille puisque mon mari fait aussi du télétravail. Donc, et les enfants, voilà, on a joint l'utile à l'agréable tout en étant lumineux et voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de télétravail complètement hallucinantes? Est-ce que vous avez un exemple d'un couple qui a eu une demande extravagante pour télétravailler? Oui, moi j'ai une cliente en fait qui envisageait de mettre une petite tiny house dans le fond du jardin d'une maison qu'elle souhaitait acheter, en disant le jour où je n'aurai plus besoin du télétravail, je mettrai mes enfants, ils seront un peu indépendants et c'était un peu original. Elle était expert comptable. Tiny house, oui, effectivement, on avait vu que ça pouvait être soit un espace de télétravail,
soit un peu d'indépendance pour les enfants qui deviennent grands. Pour y habiter après. Bon, alors justement, ça, on est dans la vie de famille. Malika, je sais que ça te tient à cœur, le logement intergénérationnel. Donc là, c'est une grande tendance, il faut l'avouer. On a pris conscience dans ce 21e siècle que mettre ses parents dans les EHPAD, etc., c'était pas très humain finalement. C'est délicat, c'est déjà les isoler, leur enlever cette vie de famille. Et oui, moi je le redis, je le redirai, oui, on leur enlève la richesse du monde. On regarde le petit reportage que tu as fait et on en parle tout de suite après. Mon père commençait à être âgé, il vivait seul à Mont-de-Marsan dans une grande maison. Et on s'est aperçu avec mon épouse qu'il n'avait plus de relation et il se désociabilisait complètement. Et donc on lui a proposé de vendre sa maison et de venir s'installer. Alors au départ on n'avait pas forcément prévu qu'il s'installe chez nous. On lui a proposé soit de prendre une location dans le village pour qu'il soit près de nous et qu'on puisse le voir plus souvent, soit effectivement de faire une petite maison pour lui chez nous. Et c'est cette option qu'il a choisie. Donc on a modifié notre garage à l'habitation. Il s'était installé dans un premier temps dans notre maison même, parce que sa petite maison donc n'était pas encore terminée. Alors voilà, ici c'était son royaume. Ah ouais. On a la chance d'avoir des pièces assez grandes, donc il avait pu installer un petit peu ses affaires. Et on avait installé ici sa télé, donc avec son casque. Il avait un casque pour ne pas nous déranger. Et donc, ma foi, il était bien installé ici. Hein, il avait de belles vues. Je m'y étais mis là, parce qu'avec la vue là, avec la Garonne en face là, la piscine, les chevaux. Si, c'est agréable ici, il n'y a pas de problème. Hein. Il a vécu environ 4 mois avec nous, et quand sa maison a été terminée, donc il s'est installé juste à côté. Vous nous amenez où? Ici, chez moi. Ah, chez vous? Voilà. Allez, hop. Et voilà, chez moi. Voilà donc sa petite maison. Ça n'a pas du tout impacté notre relation de couple parce que déjà on était bien d'accord au départ, hein, on savait exactement comment ça allait se passer, qu'il serait bien chez lui et nous chez nous, hein, donc il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dessus, hein, c'était vraiment prévu comme ça. Puis en plus, encore une fois, je vous dis, il est facile à vivre et tout, donc ça n'a pas du tout impacté notre couple. Hein. Voilà, là, moi je suis heureux là, dans ma cuisine, tout ça pour moi. Je vois qui c'est qui rentre, je vois qui c'est qui sort. Je participe à tout, hein. Effectivement, les petits, comme il a des petits problèmes de santé et tout, donc forcément, je m'occupe beaucoup de lui, je l'amène un petit peu à tous ses rendez-vous. J'ai pris un petit peu le relais de tout ce qui est administratif et tout, parce qu'il commence à être dépassé par les technologies, on va dire. Et les moments agréables, eh ben, c'est comme vous le voyez aujourd'hui, il est avec nous. Ce soir, je l'invite à manger ce soir et demain. Ce qui n'est pas forcément le cas tous les week-ends, hein, mais voilà, ce soir, je lui ai proposé de venir manger avec nous et il est heureux de venir, bien entendu. Il y a quand même pire comme environnement. Ce soir, enfin cette nuit, on change d'heure aussi. De toute manière, demain matin, quand je me lève un peu plus tôt, un peu plus tard, à 1h au point. Voilà, de toute façon, si je vois les volets fermés encore à 9h, je m'inquiète pas alors. Hein. Ok. On est bien d'accord. C'est génial. Hein. Ouais, non mais Malika, merci beaucoup pour ce reportage, parce que c'est vraiment très touchant. Franchement, alors merci c'est beaucoup. très touchant. Alors moi, j'en ai larmes aux yeux à ce reportage parce que c'est très très important pour moi. Mais oui, non, mais je suis très émue parce que quand j'ai vu ce monsieur-là, je me suis plongée dans la vie de famille plus tard quand je vais reprendre mes parents à domicile. Mais oui. Et je vais dire même un grand bravo à la belle-fille. Qui a accepté de recevoir son beau-père à domicile. Ben oui. Parce que vraiment, la belle-fille... Ils sont bien organisés. Hein, très bien organisés. Il faut savoir que c'est un garage qu'ils avaient. Ils l'ont complètement condamné. Ils en ont fait un T2 pour le papa. Ils l'ont mis vraiment à l'aise. Il est adorable, le père. Ils lui ont donné. Et moi, la phrase qui m'a... C'est pour ça que je suis sous l'émotion là maintenant, parce que la phrase qui me revient aujourd'hui, il me disait aujourd'hui, Malika, je me sens revivre. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et forcément. Qu'est-ce que t'en penses, Élodie? C'est quand même une bonne tendance, ça. Hein. Ouais, c'est une vraie tendance. J'ai moi aussi accompagné des clients qui, alors dans la vente de leur maison, mais qui avaient le papa de monsieur à vivre avec un appartement qui lui est dédié. Et pareil, c'est toujours des histoires avec beaucoup d'émotions. Non, mais on retrouve ses parents, en fait. Oui, absolument. J'ai même une de mes clientes, Lauraline d'ailleurs, que je salue, qui, elle, pour son premier achat,
a acheté un petit plain-pied de chambre pour pouvoir justement accueillir ses grands-parents. Ah oui. C'est-à-dire les que grands-parents. C'était pas pour ses parents. Elle a acheté cette maison pour elle, avoir sa chambre et pour recevoir ses grands-parents justement pour pas qu'ils partent. Il y a un tissu parfois et des relations extrêmement fortes entre les grands-parents et les petits-enfants. Hein. C'est souvent il y a des relations même plus puissantes. Moi, Bruno, ma grande sœur Sam, elle a récupéré chez elle ses grands-parents, ses beaux-parents plutôt, ses beaux-parents à la maison. Oui. C'est vrai que la famille, c'est votre quotidien de vous occuper des gens en fait au quotidien. Des fois, on pense que acheter un bien c'est un prix. Non, c'est en fait une vie qui change. Absolument. On retrouve Mirella qui va nous faire visiter une maison familiale. Juste avant, un petit récap et on se retrouve en partie 2. Depuis la crise Covid, 35% des actifs télétravaillent régulièrement, ce qui a poussé 28% des ménages à réorganiser leur logement. En 2023, 18% des rénovations de logements comprenaient la création ou séparation d'espaces à vivre, tendance qui semble s'accentuer encore plus en 2025. 14% des familles recomposées déclarent manquer d'espace de vie contre 8% dans les familles traditionnelles. Enfin, 75% des Français sont favorables à la cohabitation entre générations. Je suis en maison bifamille depuis 1999, la naissance de mon premier enfant. En fait, mes parents avaient la maison principale et du coup, on cherchait à avoir un appartement. Et du coup, mon père nous a proposé de construire en fait l'appartement associé à la maison, quoi. J'avais une très bonne entente avec mes parents. On a toujours respecté notre individualité en fait. Donc, on avait quand même des entrées différentes. Il y avait une porte qui nous reliait à la maison, qui est toujours d'actualité et qui nous permettait surtout aux enfants de monter par l'intérieur au lieu de sortir pour faire le tour. Mais bon, après c'était quelque chose de logique et de pratique aussi et financièrement aussi. Au décès de mon papa, j'ai hérité de la maison, donc j'y vivais déjà avec mes enfants et donc quand mon papa est parti, il y avait cet appartement de libre. Donc mon fils aîné étant parti sur les Vosges, mon deuxième fils m'a demandé s'il pouvait vivre dans l'appartement. Donc il l'a rénové à son goût et du coup a pris la relève de la maison de famille. Voilà. Justement, c'est ce qui était pratique quand ils étaient un peu plus grands. On va chez papy, on va chez mamie, donc ils descendaient et voilà, la porte elle était ouverte et c'était l'accès facile aux deux maisons. Si on cherchait un enfant dans notre maison, elle y était pas, l'enfant était dans la maison du bas. Maman, ça va? Ça va, oui. Ouais. Passez une bonne journée? Oui, ça va, j'ai pas fait trop de bruit? Non, ça va, impeccable. Tout va bien alors. Il faut déjà quand même respecter l'intimité de chacun. Ça, c'est important. C'est-à-dire quand mes parents avaient des invités ou vice-versa, on le savait, on se prévenait pour que ça évite les bruits ou autres. Après, c'était logique, en fait, qu'on est une famille, donc il n'y avait pas de discorde, etc. Ça nous permettait de nous voir aussi régulièrement et d'être toujours aussi proches, en fait. On a des espaces partagés, oui, tout ce qui est extérieur, en fait, de la maison. Du coup, on a fait un barbecue arrière et un barbecue devant. Comme ça nous permet, si on avait du monde, on pouvait utiliser les deux côtés. Et pour l'appartement, on a fait quand même une terrasse aussi indépendante, quoi. Mais voilà, on se voyait quand même sur les extérieurs. Oui, on avait établi quelques règles. C'était surtout plutôt le soir d'éviter les bruits un peu, voilà. Et puis toujours le respect de la personne. Donc quand on allait chez l'un ou sous l'autre, c'était pas à rentrer comme ça. Bonjour, c'est moi. Non, on toquait quand même, c'est un minimum, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Ce qu'il y a eu. Ah oui, moi avec mon fils, j'ai un peu râlé une seule fois, je crois, ou deux peut-être, parce que ma chambre à coucher donne sur son salon. Donc oui, on avait la résonance, la musique à fond, puisqu'il écoute la K-pop à blinde. Donc là, oui, ça a pris coup de téléphone. Par contre, je travaille à 4h demain matin. Est-ce que tu peux baisser la musique, s'il te plaît? Bon, ça a été aménagé après, puisque mon mari a mis l'isolation qu'il fallait pour ne plus entendre les bruits. Des entrées indépendantes. Oui, c'est important. Ouais, parce que c'est justement, on revient sur le fait
d'être indépendant quand même en étant bifamille. Les gens qui viennent chez toi, voilà, ils ont leur entrée pour chez Ethan et l'entrée pour chez nous, quoi. Ça pose aussi souci avec les facteurs souvent parce qu'ils nous mettent des colis chez Ethan et ils montent pas jusqu'en haut parce qu'ils sont trop flemmards et ils ont voient qu'il y a une porte en bas, vraiment. Ça permet aussi la convivialité, enfin, je sais pas, des moments qui se perd quand t'as ton enfant qui est plus loin. J'ai apprécié de vivre avec mes parents, entre guillemets, et d'avoir quand même pu être là jusqu'à la fin, qu'ils aient besoin de moi, ça aussi, puisqu'à la fin mon papa était malade. C'est vrai que ça me permettait d'être près de lui, à pouvoir aller tout de suite aller voir s'il y avait un problème, etc. Et il n'a pas été obligé d'être hospitalisé aussi grâce à ça, quoi, parce que j'étais à côté, quoi. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à une famille qui, elle, envisage, mais n'est pas encore en bifamille, ce serait d'y aller? Ouais, franchement, ouais, c'est sympa, c'est convivial, enfin, moi, je sais pas, j'ai que des côtés positifs, j'ai pas vraiment de côté négatif. Si tu devais résumer en une phrase ce que cette maison représente pour toi aujourd'hui? Pas la famille, tout simplement. Dans cette deuxième partie où nous parlons des familles et de l'habitat, nous allons nous intéresser à l'évolution du logement et l'impact sur les familles modernes. Pour parler de ce sujet, 4 experts. Alors attention, je vous avais dit qu'on parcourait toute la France en début d'émission. Lorna Bergerac, oui. Marie Le Beaujolais Val-de-Saône, Cindy L'Isère, Grenoble, Vigny. Voilà. Et alors je vous avais promis aussi de l'étranger. Et Mounir est avec nous pour nous parler effectivement de comment les gens peuvent en quelque sorte garder un lien avec leur famille en habitant à l'étranger. Depuis la France. Depuis la France. Et donc on va explorer un petit peu toutes ces possibilités. Et pour commencer, Mounir, tu as rencontré Kamel qui s'est installé à Dubaï. Exactement. Qui est venu donc depuis Marseille, exactement. Ouais. Et il a déjà fait un premier pas à Dubaï pour s'assurer d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle avant d'amener sa famille. Ça a bien fonctionné pour lui. Et c'est vraiment un projet familial en général quand on s'expatrie en dehors de France. Hein. On a envie de voir autre chose. Ouais. On veut peut-être se sentir mieux. On commence on va dire, à anticiper peut-être sa retraite, à anticiper justement des choses qui nous plaisent plus là où on était et peut-être essayer de vivre un rêve, tu vois, pour ces derniers jours. C'est vrai que les familles évoluent, mais également le travail évolue. Et donc le télétravail ouvre des horizons sur des destinations comme Dubaï qui font rêver, mais aussi d'autres destinations. Mounir nous a ramené des images de Dubaï avec Kamel, on en parlait. Ouais. Voilà le parcours d'un Marseillais qui est parti à Dubaï. Bienvenue à Cricarbourg, un des endroits préférés des expatriés, mais surtout des familles. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Kamel, qui est venu s'installer en famille ici. Let's go! Kamel, j'ai plusieurs questions pour toi aujourd'hui. La première, c'est pourquoi avoir choisi Dubaï? Dubaï, ça a été mon premier voyage en famille, pour mon voyage de noces en 2017. Et je suis totalement tombé amoureux de cette ville. Je me suis dit depuis ce jour que j'allais m'installer dans cette ville. Donc tu es venu pour ton voyage de noces, et qu'est-ce qui s'est passé après? On voulait trouver l'opportunité de venir s'installer. Il y a eu le Covid, donc directement après le Covid, il y a eu la naissance de mon fils. Et directement dès la naissance de mon fils, je me suis dit que c'était le bon moment de trouver une ouverture, suite aussi à mon premier investissement à Dubaï. On est venu en vacances et ça a été sur un coup de tête, pour le coup, c'était pas prévu. Je suis revenu 1 mois après seul. Je suis resté environ pendant 6 mois faire mon nid, pour le coup, ici. Et j'ai fait ensuite, j'ai fait venir ma famille. Quels ont été les enjeux pour ton installation dans un premier temps quand tu es arrivé seul et aussi quand la famille est arrivée? Alors le premier enjeu, c'est du courage, c'est de prendre son courage entre 2 mains et partir, quitter son confort de vie en France. La deuxième partie, c'est le côté financier. On n'arrive pas juste avec 0 € dans le compte parce qu'il faut payer les loyers en avance. Les loyers sont payés à l'avance. Parlons de ça justement, s'il te plaît, les loyers, on doit les payer en avance. Donc comment ça se décompose? Déjà louer un bien ici à l'année, il faut avoir la carte de résident, tout simplement. On ne peut pas louer un appartement à l'année ici sans être résident à Dubaï. Donc ensuite vient
le logement qu'on devra payer en une seule fois ou 2 ou 3, 4 fois, ça dépend du propriétaire. Alors, tu as aussi dit voilà, qu'il fallait être résident pour pouvoir louer à l'année. Donc, moi, j'ai 2 questions. C'est si on n'est pas résident, comment on fait? Et la deuxième question, comment on devient résident? Alors, on peut louer à l'année ici. Bon, c'est plutôt des contrats mensuels ou Airbnb à la nuit, donc le coût est quand même considérable. Si on n'est pas résident. Si on n'est pas résident. Par contre, pour devenir résident, il y a 3 façons. Soit on ouvre une société, soit on est employé au sein d'une société, ou on est investisseur immobilier, où là on obtient un visa investisseur. Voilà, puisque donc je le rappelle, hein, à 190 000 €, on peut obtenir un visa investisseur de 2 ans renouvelable tant que vous avez le bien, mais également à partir de 500 000 €, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle le Golden Visa, ce qui vous donne une résidence de 10 ans. Et pour ton fils, au niveau de l'école, tu me disais? La scolarité ici n'est pas gratuite, c'est privé. On a de tout, concrètement. Il y a des gens qui parlent des sommes astronomiques, mais on peut avoir du 3 000, 5 000, 7 000, 10 000 € à l'année pour chaque enfant. En fonction en fait, de l'âge et en fonction des écoles qu'on choisit. Donc ici, on trouve également des écoles françaises, des écoles anglaises. Comment ça se passe? Il y a toutes les écoles internationales ici, que ce soit anglaise, américaine, italienne, française. Donc ça dépend du cursus scolaire qu'on souhaite mettre en place pour son fils. Moi, personnellement, j'ai choisi le cursus anglais. Donc je vais l'inscrire en septembre en école internationale anglaise. Quels sont les avantages de vivre en famille à Dubaï? Alors ici à Dubaï, on a 365 jours de soleil, l'avantage. Donc c'est magnifique et on peut profiter de la nature, on peut profiter de la température et des activités, surtout pour mon fils. Donc les soirs, les week-ends, on se sent en vacances. En fait, on travaille la semaine, mais les week-ends, le reste du temps, on est en vacances. Donc si je comprends bien, Dubaï, c'est la ville des opportunités, c'est la ville du confort, c'est la ville de la sécurité. Est-ce que tu aurais d'autres mots à me rajouter, d'autres adjectifs à associer à Dubaï? Vivre votre rêve et changer de vie, concrètement. Donc on parle plus de l'American Dream, on parle... C'est Dubai Dream. C'est fast life pour le coup. Mais on est un peu à la traîne en France, hein, avec les infrastructures qu'on voit dans ces destinations un peu exotiques, un peu, je dirais, nouvelles. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut facilement partir s'installer ailleurs. Bah oui, c'est ça. Donc je vais peut-être aller m'installer à Dubaï. Oui, oui, avec grand plaisir, on t'attend. Non, ça te tenterait une expérience à Dubaï? Oui. Ouais. Mais j'ai commencé à calculer, moi, 4 000, 5 000 fois 1, 2, 3, 4 enfants. Ah oui, c'est ça. Je suis experte immobilière, mais il faut que je vende plus, je pense. Bah après, tu connais pas le salaire aussi des agents immobiliers de Dubaï? Ah, peut-être. Ah, tu vois, je t'invite à m'emmener, du coup. Mais avec grand plaisir. Vendra... Bah, comme je t'ai dit, si tu achètes un appartement, on t'offre le billet d'avion. Ah, pour 6 alors. Pour 6, bah, on acheter 6. Cindy, ça te dirait d'aller t'installer comme ça dans une destination comme, je sais pas, ou ailleurs? Est-ce que tu as une autre destination de rêve? Ça aurait été les îles, oui. Les îles avant les enfants. Avant les enfants, maintenant, on est un peu... effectivement, ça peut être un frein, Mounir, hein, d'avoir des enfants. Là, on voit Kamel qui a fait le pas, mais il disait il faut prendre son courage à bras-le-corps, hein, son courage à deux mains pour le faire. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a un filtre. C'est vrai que quand on a des enfants, comme lui, il a décidé de venir d'abord constituer, on va dire, sa vie professionnelle et ensuite amener la famille. D'accord? Parce que ça a un coût l'éducation a un coût, tout a un coût à Dubaï. Il faut préparer le terrain, quoi. Bien sûr, c'est important. Et toi, Marie, c'est quoi ta destination de rêve? Moi, je changerais de pays régulièrement, en fait. Ah oui, nomade. Nomade. Ce que je propose, c'est que on est dans les familles modernes, hein, on voit que les choses changent. Laurence Monteil a été faire un petit reportage pour nous expliquer comment les logements s'adaptent avec les familles modernes. On regarde. Bonjour Nathalie, Laurence, enchantée, je vous en prie, entrez. Merci de nous accueillir chez vous. Venez, Actuellement, vous vivez dans une maison des années 30 que vous avez entièrement rénovée. En quoi cette maison familiale est-elle différente de la maison des années 30? Alors pour moi, la principale différence entre la maison familiale des années 30 et la maison actuelle d'une famille, c'est principalement la répartition des espaces. Nous, quand on a acheté cette maison, c'était une succession de petites pièces dont la définition l'utilisation n'était même pas très très claire. Il y avait plusieurs petits salons, on ne savait pas bien ce qu'était une salle à manger d'un salon ou autre. Et vraiment, les
l'espace était assez confiné, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de sensation de volume, je pourrais le dire comme ça. Et c'est ce qui a été important pour nous quand on a fait la rénovation, justement, ça a été d'ouvrir, d'apporter vraiment une notion de respiration, et d'avoir des espaces beaucoup plus grands que ce qui était auparavant. Quel défi majeur avez-vous rencontré lors de la rénovation ? Vraiment, la difficulté principale à laquelle on a été confronté, ça a vraiment été de sélectionner des artisans et de pouvoir les coordonner. Ça a vraiment été un gros sujet pour nous, de trouver les bonnes personnes disponibles au bon moment pour pouvoir enchaîner de la meilleure des manières possibles les différents travaux qui étaient réalisés dans la maison. Vous avez sollicité des artisans locaux, essentiellement ? Tout à fait, que des artisans locaux. Est-ce qu'il y a un élément ou quelque chose que vous n'avez pas pu adapter à votre mode, qui pourrait correspondre à votre mode de vie actuel ? Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a un point qu'on n'a pas pu adapter qui est l'accès à l'extérieur de la maison. Quand on a acheté la maison, c'était un point où on a beaucoup discuté avec mon conjoint car cette maison, pour accéder au jardin, donc on doit descendre un certain nombre de marches. Donc on n'a pas d'accès direct en plein pied à l'extérieur. Et quand on est arrivé, notre fils était encore petit et ça a vraiment été un sujet pour nous. Alors ici, nous sommes au premier étage de la maison. Quand nous avons acheté la maison, c'était un espace qui était scindé en deux parties. Il y avait une très grande pièce qui est en partie celle-ci, qui faisait à peu près 40-45 mètres carrés, qui était un salon, mais qui servait pas vraiment à grand chose, en fait, qui était pas vraiment exploité. Et il y avait également une cuisine. Alors c'est assez étonnant parce que la maison a déjà une cuisine au rez-de-chaussée, et donc nous avions donc deux cuisines dans cette maison. Donc on a décidé de scinder cet espace qui était très très grand, qui nous servait un peu à rien, en un espace salon que vous pouvez voir aujourd'hui, une chambre parentale, un dressing, et nous avons transformé la cuisine qui était là avant en salle d'eau pour être associée à la chambre parentale. Effectivement, nous sommes au dernier étage, qui est donc sous les combles. Quand nous sommes arrivés, toutes les pièces étaient lambrissées, et quand on a enlevé le lambris, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune isolation derrière ce lambris. Donc nous avons tout déposé, bien sûr, nous avons refait l'isolation au niveau des appentis, et nous avons également comblé, parce que là, au-dessus, il y avait des mezzanines qui donnaient vraiment jusqu'au faîtage en fait du toit. Donc on a fait le choix de les condamner pour réaliser justement de meilleures performances énergétiques. Ce sont nos artisans qui nous ont conseillé de faire cela. Et en déposant le lambris, on a notamment aussi découvert des ouvertures, des Velux qui avaient été colmatées par ce fameux lambris. Donc c'était un petit peu une découverte. Donc ça nous a permis aussi d'amener plus de luminosité dans les pièces, tout en apportant un meilleur confort énergétique. Quel conseil donneriez-vous à une famille qui souhaiterait transformer une maison ancienne en un logement qui serait adapté à la vie d'aujourd'hui ? Ce que je pourrais proposer, en tous les cas ce que je conseillerais, c'est d'abord de bien réfléchir en amont aux besoins. Définir une sorte de cahier des charges pour voir un petit peu quels sont les besoins de la famille ici et maintenant, mais également quels pourraient être les besoins dans les années à venir, avec peut-être les enfants qui grandissent, une évolution de leur mode de vie, besoin d'un bureau, besoin de plus d'indépendance. En tous les cas, moi, c'est quelque chose que j'ai eu en tête quand j'ai démarré les travaux de rénovation. Après, pour moi, il y avait un deuxième point important, c'était l'aménagement en termes de décoration. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance aussi à l'amener comme étant un conseil. C'est intéressant d'y réfléchir un petit peu en amont, voir ce qu'on aime, de définir un peu ses goûts, pour avoir le temps d'y réfléchir et puis peut-être aussi d'y prendre plaisir. Et puis, dernier point qui pour moi est vraiment hyper important, c'est la dimension des performances énergétiques. Alors ça a été un vrai sujet aussi pour nous, de réflexion sur le mode de chauffage, sur le choix des huisseries, de vraiment prendre toute cette dimension-là en considération, car je pense qu'on est tous concernés aujourd'hui par ces sujets-là. Alors là, on le voit, effectivement, ce reportage très intéressant, parce que en France, on a beaucoup de logements assez anciens sur lesquels il y a des rénovations, et quand on voit cette jeune femme, on se dit, elle est architecte ou quoi, elle a tout refait dans sa maison. C'est incroyable. Il faut bien réfléchir au côté fonctionnel du bien. Donc, personnellement, nous, on avait acheté une longère. Oui. On avait donc décidé de faire les pièces de vie au centre de la longère. C'est ça. Et chacun son côté. Donc, les parents à gauche, les enfants à droite. Et c'est ça. Donc, ça fait des habitations distinctes. On repense en fonction de l'évolution son logement, en agrandissant les pièces. Elle disait, bien évidemment, on pense aux rénovations énergétiques, mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'aménagement, l'ouverture sur les ouvertures des pièces. Souvent, les pièces étaient plus petites. Oui, alors
Après, il faut bien vérifier, surtout sur les longères, elles sont avec des murs porteurs. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bon, oui, c'est vrai. À Bergerac, il y a des rénovations, je dirais, où on est passé des années 50-60 jusqu'à maintenant, la modernité. Oui, je te rassure, Bruno, nous n'avons plus de roulotte. Oui, c'est vrai. Je me posais la question. Je me suis dit, tiens, j'ai vu Lorna arriver tout à l'heure à cheval. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Non, oui, bien sûr. Mais c'est très actuel, en fait. C'est très sociétal. On fait ça, on est tous dans la déco, on se prend tous pour des architectes d'intérieur. Ouais. Donc oui, nous... Mais là, avec bonheur, hein, les gens ont aime ça. ont du goût. Pour ton cas, est-ce que toi, par exemple, ta maison a été modifiée depuis que tu y habites et depuis que tu as des enfants? Oui, au départ, je voulais être très proche des enfants quand ils étaient bébés. Puis maintenant, je m'en éloigne, c'est des ados. Mais c'est souvent ce qui est très recherché aujourd'hui. C'est vraiment l'espace parent et l'espace enfant à l'opposé de la maison. Alors moi, je voudrais qu'on revienne sur le cas de Kamel et également Amel, parce qu'on parle de la famille dans cette émission. Et là, c'est pas parce qu'on part à l'étranger qu'on perd le lien avec sa famille. Alors justement, et alors ça, c'est un sujet très important. Tu sais, moi, j'ai grandi en Île-de-France et j'étais proche de ma famille, mais je les voyais jamais. Alors que plus tu t'en éloignes finalement et plus tu as de raisons de les voir et plus c'est pas faux. Et plus tu passes un moment efficace, tu sais, et un bon moment avec eux puisque tu consacres ton temps à ça. C'est vrai que plus tu es proche des gens et moins tu les vois finalement. C'est vrai. Donc du coup, et surtout un moment de qualité. Voilà, des moments de qualité. On écoute le témoignage de Kamel et de Amel. Kamel, on va rentrer un petit peu en intimité. J'aimerais savoir comment vous gardez le contact avec la famille en France et est-ce que ça vous manque? Oui, la famille, c'est normal que la famille nous manque. Il y a les appels visio, l'avantage c'est qu'on a les applications pour les appeler à tout moment. Il y a juste ce petit décalage horaire. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on fait venir la famille ici, que ce soit les familles qui sont en France ou en Algérie par exemple. Elles ont l'opportunité de venir nous visiter assez souvent. Donc toi, tu retournes combien de fois en France par année? Alors en France, je retourne 1 à 2 fois par an, déjà côté famille et en même temps pour le travail. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti un peu plus seul ici à Dubaï? La période la plus compliquée pour moi, ça a été l'installation. Je suis resté 6 mois seul ici, donc à cravacher, travailler durement pour faire venir ma famille. Et donc ça a été compliqué, la petite séparation avec ma femme et mon fils. Donc aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre avec ta famille. Vous êtes installé à Cricarbourg. À Cricarbourg. Ici, chez moi. Tu t'y plais? Magnifique. Et comment tu vois ces prochaines années? Alors le futur pour moi, c'est de rester le plus longtemps possible à Dubaï. C'était mon endroit rêvé avec ma femme. Mon fils s'y plaît, on s'y plaît de plus en plus. Et je ne pense pas que je puisse trouver un confort de vie aussi inégalé que Dubaï. Est-ce que ta relation a changé avec ta famille qui est en France? Non, au contraire, c'est fortifié au fur et à mesure du temps. Donc on essaie de garder contact, de les faire venir, d'y aller, pour ne pas perdre aussi ce fil conducteur, surtout avec mon fils. Donc ta famille vient à Dubaï plusieurs fois par année? Ouais, plusieurs fois. C'est l'avantage que moi je travaille beaucoup et eux ils ont un peu plus de temps pour certains, par exemple les parents, ma mère, les frères et sœurs, ceux qui peuvent se libérer, ils viennent me voir. J'ai quand même une question, quel est ton objectif sur les 2-3 prochaines années? Maintenant que tu as trouvé ce confort, comme on disait? De continuer sur cette lancée et prendre ma retraite assez rapidement pour profiter de la vie. Je m'appelle Amel, je viens de Belgique, Bruxelles, et j'habite à Dubaï depuis bientôt 2 ans. Je travaille dans les ressources humaines, donc j'ai une entreprise de consultance en RH. Alors depuis le Covid, j'ai commencé à travailler 100% à distance de la maison. Et après le Covid, donc j'ai réussi à négocier avec mes clients de maintenir ce mode de travail. Mais pourquoi Dubaï alors? Alors pourquoi Dubaï? Entre 2018 et 2023, je suis venue 5 fois à Dubaï en tant que touriste. Et j'ai vraiment accroché avec la ville. Je trouve qu'il y a vraiment que Dubaï a quelque chose d'envoûtant et de magique. Voilà, comme on le sait tous, la qualité de vie est incroyable, il fait super beau, il y a la sécurité, c'est très dynamique. Voilà, on ne s'ennuie jamais à Dubaï. Et puis ma fille rentrait dans l'adolescence, je voulais lui offrir cette possibilité de passer les plus belles années de sa vie dans un magnifique cadre. Voilà, c'est surtout ça la raison. En toute sécurité aussi. Les écoles, comment ça se passe ici à Dubaï? Alors, moi, j'ai eu énormément de chance. J'ai inscrit ma fille donc, dans plusieurs écoles francophones, bilingues. Et elle a dû passer quelques tests en ligne
elle a réussi. Je voulais absolument une certaine école, j'étais sur liste d'attente, donc j'étais partie vers une autre école. Et puis, dernière minute, fin juin, j'ai reçu un email comme quoi une place se libérait. Donc avec un petit peu de patience et un petit coup de chance, on peut y arriver. Et comment tu fais avec tes proches, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un manque qui s'est créé au vu de la distance? Alors, bon, déjà, les parents, je suis très proche de mes parents, on essaie de se téléphoner au moins tous les jours. J'ai une petite sœur avec qui je suis très proche également. Ma nièce, mon neveu, on s'appelle tous les 2-3 jours, même en caméra, visioconférence. Pour moi, c'est très important de garder ce contact. À demain. Bisous. Amel, est-ce que le fait d'être à Dubaï maintenant, vu qu'on est à 6h30, 7h de Bruxelles ou de Paris, t'a éloigné ou ça t'a plutôt rapproché de ta famille? Alors, moi, j'ai toujours été très sociable. Quand j'étais en Belgique, j'avais énormément de connaissances. Voilà, j'étais toujours très entourée. Et en arrivant ici à Dubaï, j'ai constaté, après bientôt 2 ans, que je suis retournée à l'essentiel. Et finalement, je me suis éloignée des personnes qui peut-être ne comptaient pas vraiment dans ma vie. Et je me suis rapprochée des personnes les plus importantes, c'est-à-dire ma famille et mes amis de longue date. Alors, je n'aime pas terminer par une note négative, Amel, et je suis vraiment convaincu des Émirats. J'y vis moi-même et depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce que tu reprocherais aujourd'hui à Dubaï? Question très difficile. Ce n'est pas vraiment à Dubaï, au gouvernement que je le reproche, mais plutôt aux personnes, aux gens qui habitent ici. C'est que les relations sont très superficielles. On manque de cet aspect authentique dans les relations humaines. Je pense que vu qu'il y a tellement de business aussi, que chacun cherche une opportunité, cherche un intérêt vis-à-vis de l'autre. Exactement. Ça, ouais. Alors quand on est dans le mindset business, c'est super, mais quand on veut développer des relations authentiques, humaines, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et on a besoin, tout humain a besoin de cette stabilité humaine. Voilà. Merci Amel d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Et à très bientôt. Là, on voit ce témoignage de Amel extraordinaire, mais effectivement, quand on se déracine en allant à Dubaï, on a besoin de relations profondes. C'est peut-être ça un petit peu l'inconvénient d'aller s'expatrier, Mounia. T'as raison. Tu sais, les gens aujourd'hui, t'en as beaucoup qui vont à Dubaï, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui vont aussi pour changer la vie qu'ils avaient. Ouais, tu vois, et à un moment donné, tu fais des sacrifices. C'est vrai que la plupart des relations sont... au profit de la famille, finalement, alors, du coup. Au profit de la famille. Mais tu as raison, mais après, voilà. Après, tu réadaptes ta façon de vivre, tu réadaptes ta façon de faire. Dans ta région, les relations familiales sont très profondes. Oui, c'est très important. C'est très important, la famille. Et au cœur de l'habitat. Hein, oui, au cœur de l'habitat, la famille. Alors après, c'est ce que je dis à Mounir. Parfois, on a des désillusions quand on rentre aussi. Ouais. Parce que, par exemple, moi, qui est parti partout, quand on est rentré, on pensait, du coup, je rapprochais tout le monde. Et finalement, pas du tout. En fait, parce que chacun a sa vie, chacun... c'est pas parce qu'on est proche qu'on est proche. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que parfois, ça... Mais bon, voilà, dans le Beaujolais, moi, on a été dans le Beaujolais. Effectivement, là, il y a des vraies relations profondes. Il y a des amitiés. Il y a les conscrits. Oui. Mais en fait, la Calade, c'est vraiment, c'est une ville, mais c'est un grand village en fait pour nous. Et c'est vrai que quand on arrive à s'intégrer dans Villefranche, c'est une très belle solidarité. Ce que je propose, c'est qu'on est à la fin de l'émission, on va se retourner vers notre notaire attitré. Notre grand Olivier est avec nous. J'aimerais que tu nous donnes, pour terminer cette partie, les 3 conseils du notaire pour réussir l'investissement, l'investissement d'une vie pour habiter sereinement dans son logement avec sa famille. Effectivement. Alors, la première chose, c'est de poser un cadre. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait ça en indivision? Est-ce qu'on fait ça à travers une SCI, par exemple? Qu'est-ce qui est le plus adapté? La deuxième chose, ça va être de tenir ses comptes. Pour éviter des dissensions au niveau familial, soit pour que chacun assume sa part pour aider un ascendant, par exemple, ou alors si c'est dans l'autre sens, que chaque enfant ait bien la part qui lui revient, que ça ne soit pas un prétexte à un déséquilibre. Et après, je dirais aussi être généreux sans être naïf. Parce que, par exemple... Ça veut dire quoi ? Par exemple, vous voyez... il y a des choses qui peuvent paraître contre-intuitives, par exemple, faire signer une reconnaissance de dette à ses parents. Ah oui, quand même. Si, par exemple, on est amené à payer un établissement parce qu'ils ont besoin d'être dans un cadre médicalisé, parce qu'ils ont un patrimoine mais pas de liquidité, le problème c'est qu'à la succession, on peut être amené à payer des droits de succession sur des aides qu'on a versées à ses parents.
D'accord. C'est pas du tout un acte d'hostilité, mais... C'est un acte de protection. Voilà, exactement. Les sentiments ne doivent pas faire perdre de vue le sens des réalités. Il n'a pas de cœur, hein, ce Olivier. Hein. Franchement, tout à l'heure, on avait Malika qui nous racontait qu'elle accueillait ses parents et lui, il dit reconnaissance de dette à ses parents. Bravo. Hein. Désolé. Non, mais c'est le bon conseil, en fait, finalement. Hein. On a beaucoup parlé de famille, mais dans cette émission, vous le savez, les amis, on reçoit toujours un invité spécial. Aujourd'hui, il s'agit d'un influenceur, justement, quelqu'un qui a plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux. Il s'appelle Nicolas Lacroix. Nico en vrai, pour ceux qui le suivent sur Instagram, plus d'1 million d'abonnés. Il va nous raconter son immobilier, il va nous raconter ses histoires. Je pense qu'on va bien se marrer. Restez bien avec nous. Juste avant, on aura la banane de la semaine. Vous l'attendez toutes et tous, parce que là, effectivement, c'est l'affaire qu'il ne faut pas faire avec Maxime. Mais juste avant, un petit récap pour terminer cette partie. En 2025, plus d'1,7 million de Français vivent à l'étranger et 250 000 partent chaque année. Une famille sur 3 dit avoir un membre proche installé dans un autre pays ou une autre région. Selon une étude menée par la Banque Transatlantique, 92% des couples avec enfants sont satisfaits de leurs expatriations. Et pour 53% d'entre eux, leur pays d'accueil offre un meilleur cadre de vie pour la famille. La banane de la semaine. Ah bah voilà, la banane de la semaine. Maxime, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui ? Un truc en plein dans le thème, évidemment. Ah oui, la famille. Oui, aujourd'hui, le thème, c'était immobilier et famille. Et je vous présente donc un bien familial en vente sur un groupe de HLM et logements sociaux sur Internet. Alors, ça, je sais que vous adorez, puisque qui dit Internet dit commentaires des internautes. Et évidemment, il y en aura plein. Attention les yeux, on va rigoler. C'est donc parti, on commence avec le salon. On voit déjà que c'est pas super bien rangé. Et si on zoome un peu, il y a quand même un souci sur les tringles à rideaux. Regardez bien, du côté du séjour. Les tringles à rideaux, il n'y en a pas une qui tient. C'est pas terrible. On regarde les caractéristiques dans le descriptif. Alors, à saisir, maison louée et... Voilà, pas et eux, hein. Les dieux de la conjugaison n'ont pas frappé cette maison non plus. 1 000 € pour 85 mètres carrés, 3 chambres avec extérieur à proximité des commerces, au rez-de-chaussée, un grand séjour de 27 mètres carrés, on l'a vu, les tringles à rideaux sont de travers. Hein. Une cuisine équipée, pas du tout rangée, avec un mur qui tombe en lambeaux. Il manque un carreau en bas à droite, regardez. 3 chambres à l'étage. Alors en voici une. Regardez la première chambre. Voilà, ils ont scotché les rideaux dessus parce qu'il n'y a pas de tringle non plus. Toujours pas. Évidemment, les lits sont pas faits non plus. Hein. C'est encore mieux pour des photos pour vendre le truc. Hein. On va regarder la dernière chambre, voir s'ils ont réussi à poser les rideaux correctement. Non, c'est scotché aussi. C'est pourtant pas bien cher, même sur le bon coin d'occasion des tringles à rideaux. Hein. Bon, les commentaires, on y va parce que là les gens, c'est des stars, hein, les commentateurs, on y va avec Siam. Il aurait fallu, pour un rendu plus magnifique, faire le ménage, on dirait un squat. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Minoucha qui nous dit, c'est cher, pas rangé, et ne pas traiter ça d'extérieur, puisque c'est un couloir. Sérieux, 1 000 € c'est abusé, ça donne pas envie. Regardez le fameux extérieur, voilà, c'est ça. Oh là 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 là. Va faire ton barbecue entre les vélos, là. On va pas faire de dîner dans ce dépotoir / couloir extérieur. Bon, la suite avec Tessia qui nous fait remarquer que personne ne parle de la petite cuillère qui traîne par terre dans l'escalier. Alors fallait la voir, mais regardez, photo. Une petite cuillère par terre. Nel pense que c'est une stratégie. Il cherche à vendre, mais manifestement le locataire cherche à saboter le plan du proprio en lui envoyant des mauvaises photos de l'appart. C'est pas con quand même, ça donne pas envie. Et on conclut donc avec un dialogue très sympa. Nadia qui dit qui va louer ça pour 1 000 € et Salima qui répond c'est surtout à nettoyer. Bon, ah bah oui, c'est ça. C'est à vendre 130 000 balles. Tu les mets ou pas, Bruno? Ah non, je les mets pas du tout, Maxime. 130 000 balles. Pour des cuillères par terre. Ah bah oui, c'est ça. Là, la banane de la semaine. Là, je crois que je voyais Lorna, elle était outrée. Bah oui, tout à fait. Là, je me dis... T'as des tringles à rideaux chez toi, j'espère. Oui, mais j'aurais pu les poser comme ça, je te rassure. Hein. C'est tout à fait dans ma capacité. Ça, faut trouver un mec qui bricole les rideaux. Là, on est pas mal. On est pas mal. Bon, c'est la fin de l'émission, les amis. On va retrouver notre invité de la semaine pour qu'il nous fasse ses confidences en immobilier, mais il y a également sur son parcours assez incroyable d'artiste. Il est tout jeune, mais il a des millions de followers sur Internet. Nicolas Lacroix est avec nous. Nico, en vrai, il est aussi dans les traites sur M6. On ne sait pas si c'est un traître ou un loyal. Enfin, on va regarder. Mais en tout cas, on y va tout de suite. Dans Propriété à tout prix, nous recevons dans l'invité du samedi Nico Lacroix. Bonjour. Nico, en vrai... Tu es en vrai, hein? Ah, en vrai de vrai. Il n'y a pas d'écran, pas de vitre. C'est toi, hein? Ah ouais, oui, c'est moi, c'est bien toi. Bon, on est bien évidemment ravis de te recevoir. Un parcours que je qualifierais de solaire. Solaire, oui, pas dans mon pays.
Mais solaire en tant que parcours, si vous voulez. Oui. Non, mais ça a été fulgurant. Ça a été très rapide. Mais ça, c'est bon. Merci Covid, on dit, ou pas? Je sais pas si on peut dire merci Covid, parce qu'on a quand même bien galéré. Mais je dirais, voilà, c'est arrivé peut-être... au moment où il fallait que ça arrive, je ne sais pas. Et on a quelqu'un qui ne sait pas dire non. C'est tout à fait, c'est moi. Mais par contre, qui sait se déguiser. Mais qui sait se déguiser. Ah oui, ça j'adore. Ouais. J'adore me déguiser. Je ne sais pas dire non, mais il y a plein d'autres choses que j'aime dans la vie, ça c'est sûr. Oui. Comme me déguiser, depuis que je suis tout petit, je me déguise tout le temps. Toujours des perruques, des trucs, des boucles d'oreilles à l'école, où les profs me disaient « mais cet enfant est bizarre, est étrange ». Et en même temps, qu'ils me faisaient faire des sketchs au tableau en classe, et du coup, je faisais ça en fin de journée. Puis on me demandait de refaire les sketchs en salle des profs. Ouais. Et ça, voilà, la salle des profs, c'est l'autorité. Et à l'époque, déjà, j'aimais bien ce stress de me dire « Ah, c'est super stressant, j'adore ça. » Je sais pas pourquoi. Bah oui, mais c'est j'aime me faire du mal. Le stress de l'artiste, le trac, ce qu'on appelle le trac. C'est du bon stress. C'est du bon stress. En fait, je sais pas dire non. Par exemple, quand on me demande « Dis Nico, tu veux bien ?» Oui. Je dis oui. « Excusez-moi, monsieur, vous voulez bien m'acheter oui. Je vous en prends 2, oui. Pardonnez-moi, vous allez sur Moscou ? Oui, j'y allais justement, oui. Vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès ? Oui, c'est moi. Pardon, je suis désolé. Pas facile tous les jours. Ma psy me dit que c'est parce que j'ai la peur de décevoir. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais je lui ai dit oui. Le spectacle a cartonné depuis le 13 février jusqu'au 24 avril. Ça s'est arrêté le 24. Tout à fait. Mais attention, bonne nouvelle. Je reviens. On revient avec 2 dates exceptionnelles. Tout à fait. Le 6 et le 12 juin au Petit Palais des Glaces. Le jeudi à 19h. Tout à fait. Et en tournée dans toute la France. Bien sûr. Ça continue. Vous allez pouvoir le voir si vous le ratez au Petit Palais des Glaces. Il suffit d'aller sur son site. www.nicolaslacroix.be. Et là, il y a tout. Est-ce qu'il reste des places, là? Là, il reste des places. Bon, alors voilà. Alors, donc, on va y aller. Il reste quelques places, allez-y. Bon. Alors, la Belgique, c'est tes origines. Est-ce que tu peux nous parler de ta maison d'enfance? On est dans une émission immobilière. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi les souvenirs d'enfant de Nicolas Lacroix? Bien sûr, c'était une maison, une 4 façades. Oui. Je parle très technique, là. Une 4 façades double vasque. Non, mais on a eu ça avant. Si tu pouvais. Pardon. Non, c'était une maison de campagne à Assèche, en Belgique. C'est vraiment campagne un peu perdue, comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une maison avec un grand jardin. On a toujours eu des animaux. Frère et sœur, un frère, 3 ans plus jeune. Et voilà, c'était très très calme. C'est pour ça que j'aime la campagne et je préfère rester en campagne là maintenant parce que j'ai toujours connu ça. Ah oui, c'est ça. Qui est voilà les vaches. Voilà, je privilégie les vaches au klaxon. Oui, bah non, mais c'est effectivement. Ça me fait du bien. Et alors, donc tu habites toujours en Belgique? Oui. Oui. Aujourd'hui, Nico en vrai, il habite où? Il habite en appartement. Et voilà. Oui, là c'est l'appartement et je me dis, je me fixe mes 30 ans, j'aimerais acheter une maison. Mes 30 ans, je sais pas pourquoi, c'est le chiffre rond. Ah oui, c'est ça. 33 ans, l'âge du Christ aussi après. Voilà. Quand on rate les 30 ans, on peut dire 33. À mon avis, je vais rater les 30. Non, ce sera 33. Bon. Non, finalement 35, je n'en aurai jamais. 40, voilà, après la 40e. 40, c'est bien. Voilà. C'est quoi la maison de rêve de Nico en vrai? Je sais pas, parce que j'ai un côté petit côté glauque, mais alors là, il faudrait beaucoup d'argent, qui serait un manoir. Ah mais c'est ça, il n'y a pas de problème d'argent. Hein. On est dans ce cas-là, on est dans ce cas de figure. On s'en fout. On s'en fout, c'est, voilà, je veux le truc... Alors oui, ce serait un manoir un peu à la Bates Motel, à la Psychose. Ah oui. N'ayez pas peur, restez. Oui, non, mais j'ai compris. Non, mais moi j'adore, je regarde des films d'horreur, etc. Et je trouve que ces maisons, elles ont vraiment un cachet... Enfin, ça sera pas lugubre. Avec la grand-mère qui est derrière. Qui est comme ça, là. Ces rideaux. Exactement. Voilà. Ah oui. Je sais pas, ça serait ça, mais en même temps, non. Parce qu'il faut entretenir et c'est trop grand. Ah oui. Et c'est pas pour moi. Alors, est-ce qu'on peut dire que Nico en vrai est heureux aujourd'hui? C'est-à-dire que tu vis de ta passion. C'est quoi le rêve de Nico en vrai dans les semaines, les mois à venir? Dans les semaines? Les mois, les mois, les années à venir. Ce serait de pouvoir... très compliqué parce qu'il est en train de se faire. Oui. C'est bien ça. Je te laisse répondre. Allez, je te laisse avec cette question dans la merde. Je m'allonge. Qu'est-ce que ce serait?
Tu as rencontré l'amour, par exemple? Oui, c'est fait. Hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout vrai. à fait. Donc il y a un appart à 2 alors donc. Oui, c'est ça. C'est un appart à 2. Tout à fait. Tout à fait. Ben là, ça fait 5 ans. Ah, quand même. Mais en temps, si on compte le temps qu'on s'est vu vraiment 2 ans et demi, je suis souvent parti. en temps réel, on est à 2 ans et demi. C'est pour ça que tout va bien. Ouais, c'est ça. Bon, Nico, merci beaucoup. On va te suivre sur les réseaux. Allez sur Nico en vrai, c'est www.nicolas-lacroix. Voilà, on y est. Belgique. Et puis sur M6+, pour l'interview intégrale, on s'est dit plein de trucs là. Hein. On s'est dit plein de trucs. C'est bien. Merci Nico. C'est chouette, merci beaucoup. Encore une interview incroyable avec Nico en vrai. Il est très sympa ce gars-là en fait. Hein. Ouais, très sympa. Bah ouais, voilà. Bon, alors donc on va le suivre sur ses réseaux. C'est la fin de l'émission. On a parlé de famille. Ça nous a tenu à cœur. Mounir, merci beaucoup. Bon retour à Dubaï. Merci à toi. Tu repars quand? Je repars demain. Bon bah voilà. Et puis bon retour en région à vous, à toutes les trois. Merci. Revenez vite nous voir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures immobilières. N'oubliez pas, en replay, 24/24 l'émission sur M6+. D'ici là, ciao et bonne semaine. Ciao.